24 mai 1998, 7h50. Mont Everest, 8500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Elle ne peut pas bouger, ses jambes se plient, ses mains sont gelées, raides, ses yeux sont grands ouverts, fixant le vide. Et tout ce qu'elle peut murmurer encore et encore, c'est « Ne me laissez pas, je suis américaine. Pourquoi faites-vous ça? À moi? Les alpinistes sont juste là. » Elle peut les voir, les entendre, ils la regardent, se regardent, puis ils s'éloignent. Elle les regarde partir. Quelques jours avant ce moment déchirant, un mot a scellé son destin. Cette alpiniste est déjà morte, et elle le sait. Bienvenue à la limite extrême. Francis Arcentiev et son mari, Sergueï, ont pris une décision des mois avant de mettre le pied sur l'Everest en 1998. Ils allaient gravir la montagne sans oxygène supplémentaire, ensemble, en véritables partenaires égaux. Francis deviendrait la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène en bouteille et Sergueï la guiderait jusqu'au sommet. C'était le rêve. Sur le papier, c'était un plan solide. Sergueï Arcentiev, le mari, était l'un des meilleurs alpinistes soviétiques du XXe siècle. Avant de devenir alpiniste, il était ingénieur électricien et concevait des systèmes de stabilisation de satellites pour les services de renseignement russes. C'était littéralement un ingénieur en aérospatial devenu alpiniste. Ses réalisations parlaient d'elles-mêmes. Il faisait partie des rares alpinistes vivants à posséder le titre de Léopard des Neiges, une distinction décernée à ceux qui ont gravi les 5 sommets soviétiques de plus de 25 000 pieds. Il avait gravi la face nord de l'Annapurna en style alpin sans oxygène en 1991. Il avait même déjà gravi l'Everest sans oxygène en 1990 lors d'une ascension pour la paix réunissant les États-Unis, la Chine et la Russie. Donc ce n'était pas une grande demande. Frances elle-même était compétente. Elle faisait partie des rares femmes à l'époque à avoir atteint avec succès le sommet du mont Denali, la plus haute montagne d'Amérique du Nord. Elle a été la première femme américaine à descendre l'Elbrus à ski. Mais voici un point à noter. Bien qu'elle ait gravi jusqu'à 24 600 pieds sur les sommets du Pamir à l'époque soviétique, elle n'avait jamais réussi à atteindre le sommet d'une montagne de 26 000 pieds. L'Everest serait sa première tentative au-dessus de 26 000 pieds, soit une marge de plus de 2 000 pieds. Ce n'est pas seulement un écart, c'est un univers physiologique totalement différent. Mais il faisait confiance au plan, et au printemps 1998, Francis et Sergueï sont arrivés au camp de base de l'Everest avec une seule idée en tête, entrer dans l'histoire. Leur itinéraire d'ascension était simple. Ils prévoyaient d'attaquer l'Everest par le versant nord via l'arête nord-est, avec une équipe d'expédition russe composée de 5 membres. Comme les autres alpinistes au camp de base cette saison-là, ils ont pris tout leur temps pour se préparer. Parce qu'on ne peut pas simplement arriver au pied de l'Everest et grimper directement jusqu'au sommet, ton corps s'arrêterait et tu mourrais. Alors, les alpinistes passent des semaines à monter et descendre la montagne par étapes, laissant leur corps s'adapter lentement à l'air raréfié. Ce processus s'appelle l'acclimatation. Et il consiste à grimper progressivement la montagne et à se reposer à certains camps, pendant que ton corps apprend peu à peu à fonctionner avec moins d'oxygène. C'est lent, c'est délibéré, et c'est la seule façon de survivre là-haut. Le 19 mai, Francis et Sergueï ont atteint le camp 6 à environ 26 000 pieds. Ils étaient maintenant dans ce que les alpinistes appellent la zone de la mort, où il n'y a pas assez d'oxygène dans l'air pour permettre à un être humain de survivre longtemps. Votre corps commence à mourir. Chaque heure passée ici signifie que vos muscles se dégradent, vos organes peinent et votre cerveau meurt lentement de faim. Mais tout se passait comme prévu. Depuis le camp 6, ils allaient effectuer leur dernière ascension vers le sommet. Leur première tentative d'atteindre le sommet eut lieu dès le lendemain, le 20 mai, et c'est là que les choses commencèrent à mal tourner. Le plan était de quitter le camp 6 à 1 heure du matin dans l'obscurité totale en utilisant des lampes frontales pour éclairer le chemin. Commencer au milieu de la nuit signifiait que vous atteindriez le sommet vers midi, au moment le plus chaud, et que vous auriez beaucoup de lumière du jour pour redescendre en toute sécurité. Le timing est primordial sur l'Everest. Mais lorsque Francis et Sergueï se sont réveillés à 1 heure du matin pour commencer l'ascension, les piles de leurs lampes frontales étaient mortes. Le froid extrême à 8200 mètres les avait épuisés. Sans lampe frontale, ils ne pouvaient pas naviguer en toute sécurité sur les terrains techniques de l'Everest dans l'obscurité. Ils ont donc dû attendre que le soleil se lève à 6h30 du matin. Au moment où ils ont enfin commencé à grimper, ils avaient déjà perdu 5 heures et demie.
Ils avançaient plus lentement que prévu, sans oxygène supplémentaire. Et lorsqu'ils ont atteint une section rocheuse technique appelée la première marche, à environ 8500 mètres d'altitude, ils se sont rendus compte que les calculs ne tenaient plus. Il était trop tard dans la journée. S'ils continuaient, ils descendraient dans l'obscurité. Alors, ils ont fait demi-tour et sont redescendus au camp 6, 2 nuits déjà passées dans la zone de la mort. Quand Sergueï est arrivé aux tentes, il est allé voir la tente d'un autre alpiniste et membre de l'équipe au camp de base, nommé Anatoly Mochnikov, et lui a expliqué ce qui s'était passé. Anatoly a écouté. Puis, il a fait quelque chose qui montrait à quel point il était inquiet. Il a donné à Sergueï une batterie de rechange et il a proposé de grimper avec eux lors de leur prochaine tentative. Mais Sergueï a répondu « Merci, mais non, ils iraient bien ». Ils allaient y réessayer le lendemain et le 21 mai, ils ont tenté à nouveau. Mais cette fois, leur corps montrait déjà les effets de l'ascension de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Ils ont à peine parcouru 90 mètres depuis le camp 6 avant de devoir s'arrêter. Leurs jambes étaient lourdes, leur respiration difficile, même au repos. L'effet cumulatif de 2 nuits passées au-dessus de 8000 mètres commençait à se faire sentir. Alors ils sont retournés une fois de plus au camp 6. Encore une tentative ratée. 3 nuits déjà passées dans la zone de la mort. Pendant ce temps, ce même jour, Anatoly, son ami, a atteint avec succès le sommet de l'Everest vers 18h. Le 21 mai, il était déjà de retour au camp 6 après avoir atteint le sommet. Sergueï l'a félicité pour son succès et s'est plaint de leur tentative ratée. Anatoly regarda Sergueï. Il savait que cet homme avait déjà conquis l'Everest et qu'il avait ce qu'il fallait pour survivre là-haut. Mais il savait aussi ce que passer 3 nuits dans la zone de la mort fait au corps humain. Il venait lui-même d'atteindre le sommet ce même jour et savait exactement dans quel état il fallait être pour survivre là-haut. Et Francis et Sergueï n'étaient plus dans cet état. Alors il a dit à Sergueï « Descends avec moi, n'essaie pas à nouveau. Vous êtes restés ici trop longtemps. Vos corps sont en train de lâcher. Chaque heure que tu restes, tu t'affaiblis, tu ne deviens pas plus fort. » Et Sergueï a encore dit « Non ». Il a remercié Anatoly pour son inquiétude, mais il a dit qu'ils allaient de bien. Ils allaient se reposer encore un jour, laisser leur corps récupérer, puis ils feraient une dernière tentative. Maintenant, avant de penser qu'il s'agissait simplement d'imprudence ou d'arrogance, comprenez ce que Sergueï calculait dans sa tête. Il avait réalisé en montagne ce que la plupart des alpinistes n'auraient jamais tenté. Sa femme était compétente, ils ont dû faire demi-tour près du sommet à cause du temps. Plus important encore, ils avaient investi tout ce qu'ils avaient dans ce moment, aussi bien physiquement que financièrement. Ils avaient se refinancer leur maison pour financer cette expédition, passer des semaines à monter et descendre la montagne, acclimatant leurs corps au froid, à l'air raréfié. Et Francis était si proche de réaliser son rêve de devenir la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. Pourquoi abandonner maintenant ? Les psychologues appellent cela le biais des coûts irrécupérables. Plus vous avez investi dans quelque chose, plus il devient difficile de s'en détacher, même lorsque votre cerveau vous dit que partir est la décision la plus intelligente. Nous sommes allés trop loin pour abandonner maintenant, nous avons trop sacrifié. Ce n'est pas de la stupidité, c'est simplement la nature humaine. Alors, Anatoly est descendu pendant que Francis et Sergueï sont restés, et 8 heures plus tard, à 2 heures du matin, le 22 mai, ils ont quitté le camp 6 pour leur 3e et dernière tentative. Et cette fois, quoi qu'il arrive, ils n'allaient là pas faire demi-tour, mais dès le début, ils ont eu des problèmes. Leur rythme était dangereusement lent. Ils avaient maintenant passé 4 nuits dans la zone de la mort, et cela avait laissé des traces. Chaque pas donnait l'impression de marcher dans du béton, leurs jambes brûlaient d'une douleur profonde et épuisante qui ne disparaissait pas, peu importe combien de temps ils se reposaient. Au camp de base, Anatoly Chabarov, le chef d'une expédition distincte, suivait plusieurs équipes d'alpinistes à travers un puissant télescope 60X à 10 heures du matin. Environ 8 heures après que Francis et Sergueï aient commencé à grimper, Chabanov les aperçut au premier ressaut à environ 8500 mètres d'altitude. Même depuis 3000 mètres plus bas, à travers le télescope, ils pouvaient voir à quel point ils avançaient lentement, à 14 heures. 4 heures après avoir été repérés, ils n'avaient grimpé que jusqu'au 2e ressaut à 8600 mètres d'altitude. Ils avaient parcouru 230 mètres en 4 heures, soit moins de 60 mètres par heure. À ce rythme, ils avançaient à peine. C'était problématique car 14 heures est une heure critique.
Sur l'Everest, le soleil se couche vers 18 heures. Si vous n'êtes pas au sommet ou près du sommet à 14 heures, vous allez redescendre dans l'obscurité et redescendre dans l'obscurité à 8500 mètres épuisés. C'est une condamnation à mort. Mais Francis et Sergueï étaient encore à 250 mètres sous le sommet. Il leur faudrait au moins 4 heures de plus pour parcourir cette distance à leur rythme actuel. Ils avaient donc une décision à prendre. Faire demi-tour maintenant et survivre, ou continuer à grimper vers le rêve qui les avait tous deux consumés, en sachant qu'à chaque minute après 14 heures, cela signifiait moins de lumière du jour pour la descente, moins de marge d'erreur, moins de chances de revenir vivant. Ils ont continué à grimper à 17h45. Roustan Radgapov, un autre alpiniste d'une expédition qui avait atteint le sommet avec succès plus tôt dans la journée, descendait lorsqu'il a croisé Francis et Sergueï sur la pente douce, à environ 90 mètres sous le sommet. Roustan était épuisé. Il grimpait depuis avant l'aube, et tout ce qu'il voulait maintenant, c'était atteindre un endroit sûr avant que son propre corps ne lâche. Mais lorsqu'il a vu Francis et Sergueï, ce qu'il a vu l'a fait s'arrêter. Francis avançait, selon ses dires, avec une lenteur atroce. Elle s'asseyait fréquemment et peinait à chaque pas. Il était extrêmement clair pour Roustam que cette tentative d'atteindre le sommet lui demandait tout ce qu'elle avait à donner. À ce moment-là, le soleil était déjà bas à l'horizon. La température chutait rapidement et il n'avait même pas encore atteint le sommet. Malgré son épuisement, malgré son désir désespéré de redescendre en sécurité, Roustam sentait qu'il devait faire quelque chose. Alors, il s'est retourné et a remonté la montagne sur 45 mètres dans la lumière déclinante. Juste pour essayer de les convaincre de faire demi-tour, il leur a dit « Il est trop tard. Regardez le soleil, vous avancez trop lentement, vous devez faire demi-tour tout de suite tant que vous avez encore assez de lumière pour voir le chemin de la descente. » Mais Sergueï secoua la tête et, pour la 3e fois lors de cette tentative d'ascension, prononça un mot déchirant qui scellerait son destin. « Non, ne vous inquiétez pas pour nous, tout ira bien, dit-il. » Radgapov regarda de nouveau Francis sans difficulté. Elle n'avait pas l'air d'aller bien, mais que pouvait-il faire d'autre ? Il ne pouvait pas les forcer et il devait aussi penser à sa propre survie. Alors, Radgapov se retourna et poursuivit sa descente, tandis que Francis et Sergueï continuaient à grimper vers le sommet alors que le soleil déclinait, que la température chutait et que les ombres s'allongeaient. D'une façon ou d'une autre, ils ont tenu bon pendant les 30 minutes suivantes. Ils ont trouvé quelque chose, une ultime réserve de détermination et de désespoir qui les a portés alors qu'ils parcouraient les derniers centaines de mètres. Et à environ 18h15, dans une lumière qui déclinait rapidement, sans oxygène supplémentaire, après 5 jours au-dessus de 8200 mètres, Francis et Sergueï ont atteint le sommet du mont Everest. Ils l'avaient de fait. Frances Arsantiev est devenue la première femme américaine à atteindre le sommet de l'Everest sans oxygène supplémentaire. C'était honnêtement un exploit historique et monumental digne des livres d'histoire. Mais il n'y a eu aucune photo de célébration, aucun cri de victoire, juste 2 personnes épuisées debout au sommet du monde dans la lumière déclinante, sachant déjà d'une certaine manière qu'elles sont en difficulté. Et voici pourquoi. Du sommet à 8848 mètres jusqu'au camp, 6 à 8199 mètres, il y a plus de 600 mètres de descente verticale. Dans de bonnes conditions et avec des jambes fraîches, cela prend au minimum 4 à 5 heures, mais Francis et Sergueï n'avaient ni de bonnes conditions, ni des jambes fraîches. Ils grimpèrent depuis plus de 16 heures, ils avaient passé 5 nuits dans la zone de la mort et le soleil était déjà en train de se coucher. Il leur restait peut-être 15 à 20 minutes de crépuscule utilisable avant l'obscurité totale. Ce qui signifiait qu'ils allaient descendre la plus haute montagne du monde pendant au moins 4 heures dans l'obscurité totale par des températures glaciales et sans oxygène. Sergueï savait que c'était un vœu de mort. Il devait le savoir, mais il croyait aussi qu'ils avaient un filet de sécurité. Tu vois, voici ce que je n'ai pas mentionné. Quand Sergueï a vu Roustam et lui a dit de ne pas s'inquiéter, c'est parce qu'il avait un plan de secours. Avant la tentative du sommet, lui et François avaient caché une réserve d'urgence à 8615 mètres, soit environ 230 mètres sous le sommet. Dans cette réserve, ils avaient stocké une bouteille d'oxygène, une tente et des vêtements chauds.
L'idée était que, s'ils atteignaient le sommet tard et ne pouvaient pas redescendre jusqu'au camp 6 dans l'obscurité, ils pouvaient descendre jusqu'à la réserve, monter la tente, utiliser l'oxygène et passer la nuit à l'abri. Ensuite, le matin, avec la lumière du jour et de l'oxygène frais, ils descendraient les 425 derniers mètres jusqu'au camp 6. Ce n'était pas l'idéal. Passer une nuit à 8610 mètres, même dans une tente, serait brutal, mais c'était possible de survivre. La tente les protégerait du vent, l'oxygène les aiderait à penser clairement, et le matin, ils pourraient y voir l'itinéraire. Ce que Sergueï ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était que Radgapov était déjà passé près de leur cache en redescendant, et quand Radgapov l'a vérifié, il a vu que la bouteille d'oxygène était là. Mais la tente sur laquelle il comptait, pour les abriter pendant la nuit à 8615 mètres, n'était pas là. En fait, elle était 900 mètres plus bas, à 7700 mètres. Elle n'avait jamais été dans la cache, alors pourquoi Sergueï pensait-il qu'elle s'y trouvait? Maintenant, c'est ici qu'il faut être très prudent, parce que ce que je m'apprête à vous dire n'est pas un témoignage oculaire confirmé, mais ce que les experts en alpinisme ont reconstitué à partir des preuves, et les preuves racontent une histoire très précise. Voici les faits. Sergueï a dit à Radgapov qu'ils avaient une tente à la cache. Quand Radgapov a vérifié la cache, il n'y avait pas de tente. Et comme Francis et Sergueï grimpaient sans le soutien des Sherpas, ils étaient entièrement responsables de transporter leur propre équipement en haut de la montagne. Personne d'autre n'aurait pu mettre cette tente dans la cache, seulement eux. À partir de ces faits, la conclusion logique est que Francis et Sergueï n'ont tout simplement pas réussi à monter leur tente de secours assez haut. Mais pourquoi? Il existe deux principales théories. La première est l'épuisement physique. Après 4 nuits dans la zone de la mort, sans oxygène supplémentaire, leur corps était en train de s'autodétruire. Transporter 5 à 7 kilos supplémentaires de tente jusqu'à 8615 mètres était peut-être tout simplement au-delà de ce que leurs organismes affaiblis pouvaient supporter. Ils avaient peut-être l'intention de la monter plus haut lors d'une de leurs tentatives précédentes, mais ils n'ont tout simplement pas pu le faire. La deuxième théorie est plus troublante. À des altitudes extrêmes, le cerveau humain dysfonctionne de manière spécifique et documentée. Un de ces dysfonctionnements est de confondre l'intention avec la réalité. Sergueï a peut-être vraiment cru que la tente se trouvait à la cache parce que son cerveau privé d'oxygène avait confondu le plan. Nous allons monter la tente avec le souvenir, nous avons monté la tente à 8500 mètres. Ce genre de défaillance cognitive n'est pas une faiblesse, c'est de la biologie. Nous ne savons pas laquelle de ces hypothèses est vraie, nous ne le saurons peut-être jamais. Ce que nous savons, c'est ceci. Francis et Sergueï descendaient en toute confiance vers un filet de sécurité qui n'existait pas. Ils ont atteint leur réserve à environ 8620 mètres, un peu après 19h30 dans l'obscurité totale. Ils ont trouvé la bouteille d'oxygène, ils ont trouvé le sac à dos presque vide et ils ont confirmé ce que Dragopov avait déjà vu. Il n'y avait pas de tente. Ils avaient donc le choix. Essayer de descendre encore 900 mètres jusqu'à l'endroit où se trouvait réellement la tente, dans l'obscurité totale, ou attendre le lever du soleil et avoir une chance de s'en sortir. Descendre 900 mètres, dans ces conditions, c'était du suicide. Ils le savaient, alors ils sont restés et ont passé la nuit à la belle étoile à 8615 mètres sans abri, juste avec la bouteille d'oxygène de la réserve et les vêtements qu'ils portaient. Imaginez rester debout ou assis, exposés pendant 10 à 12 heures à près de 8625 mètres dans des températures qui tueraient la plupart des gens en une fraction de ce temps. Votre corps s'arrête par étapes, votre rythme cardiaque ralentit, votre respiration devient superficielle, votre cerveau, privé d'oxygène et de chaleur, commence à mal fonctionner. Votre corps n'a pas été conçu pour survivre à cela. Mais d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, Francis et Sergueï ont tous les deux survécu jusqu'au matin. Quand le soleil s'est levé le 23 mai, ils ont essayé de redescendre. Et c'est là que les choses deviennent vraiment compliquées. À un moment donné, ce matin-là, Francis et Sergueï se sont séparés. Nous ne savons pas pourquoi, ce que nous savons, c'est qu'à 9h35, le 23 mai, 5 alpinistes d'une expédition ouzbek tentant d'atteindre le sommet ont croisé Sergueï qui descendait à 8443 mètres. Ses premiers mots ont été « Où est ma femme ? N'est-elle pas descendue ?» Ils lui ont dit que non, ils ne l'avaient pas vue. Et sans un mot de plus,
Sergueï a continué descendant vers le camp, 6 à 8199 mètres. Il ne savait pas encore où elle était, il ne savait pas si elle était vivante ou morte. Il savait juste qu'elle n'était pas en dessous de lui. 1 heure plus tard, à 10h40, l'expédition d'Ouzbékistan a atteint la première marche à environ 8504 mètres. Et là, ils ont trouvé quelque chose d'étrange. Ils ont vu une femme appuyée seule contre un rocher. Sa veste était ouverte et elle ne portait pas de harnais d'escalade, ce qui, à 8504 mètres, était absurde. C'était Francis Arsentiev et en s'approchant, ils ont vu quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Les yeux de Francis étaient ouverts, mais il ne fixait rien. Ses pupilles étaient simplement dilatées, d'immenses cercles noirs qui ne réagissaient pas à la lumière. C'est un signe de grave lésion cérébrale. Ses doigts étaient complètement gelés après avoir passé la nuit exposés à 8611 mètres d'altitude. Les tissus de ses mains s'étaient cristallisés, ses pieds étaient dans le même état. Le rapport de l'expédition ouzbek les décrit comme hors d'usage. C'est une façon polie de dire qu'ils étaient détruits. Elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas se tenir debout, elle ne pouvait même pas supporter son poids dessus. Quand les alpinistes ont essayé de lui mettre un masque à oxygène sur le visage, elle n'a pas pu le garder. Ses mains gelées et maladroites l'ont tripoté et arraché. Voilà à quoi ressemble un œdème cérébral d'altitude à un stade avancé. Après 30 heures d'exposition à près de 8500 mètres, son cerveau enflait à l'intérieur de son crâne à cause du manque d'oxygène. Le gonflement détruisait son contrôle moteur, sa capacité à coordonner ses mains, ses jambes, ses mouvements. Mais cela n'avait pas encore détruit sa conscience. Elle était consciente, elle voyait les gens, elle entendait les voix, elle ne pouvait tout simplement pas faire à son corps ce qu'elle voulait. Elle était, dans tous les sens du terme, déjà morte, son corps ne s'en était simplement pas encore rendu compte. Les alpinistes ouzbeks ont contacté le camp de base par radio et ont consulté les médecins de l'expédition. Ils lui ont donné des médicaments et de l'oxygène à 4 litres par minute. Ils lui ont massé les jambes et les mains, essayant désespérément de rétablir la circulation dans ses extrémités gelées. Elle ne montrait aucun signe d'amélioration. Ils ont dû prendre une décision. Rappelez-vous, ils tentaient aussi l'ascension du sommet. Ils grimpaient depuis avant l'aube, et il ne leur restait peut-être que quelques heures d'énergie utilisable pour atteindre le sommet et redescendre en sécurité. Alors, ils ont divisé leur équipe. 3 alpinistes ont continué vers le sommet, tandis que 2 sont restés avec Francis. Au cours des heures suivantes, ces 2 alpinistes ont tout essayé, tout ce qui leur venait à l'esprit. Mais un par un, ils ont finalement dû faire le même calcul impossible. Ils devaient penser à leur propre survie. Leur propre oxygène venait à manquer. Leur propre corps s'épuisait, alors ils ont attaché Frances au corde fixe sur la montagne. Ils se sont assurés que l'oxygène arrivait bien dans son masque, puis ils l'ont laissé et sont repartis vers le sommet. À 18h20, alors que le soleil se couchait, 2 des alpinistes ouzbeks, redescendant après avoir atteint le sommet, ont fait une dernière tentative pour la sauver. En utilisant des cordes, ils ont essayé de descendre Francis le long de la montagne. Ils ont réussi à la déplacer d'environ 80 mètres vers le bas. Il semblait que lentement mais sûrement, ils allèrent la mettre en sécurité, mais ensuite Francis a commencé à avoir des convulsions. Le gonflement du cerveau dû à l'œdème cérébral d'altitude avait atteint un point critique. Les alpinistes ne pouvaient plus la déplacer. S'ils essayèrent de la descendre pendant qu'elle convulsait, elle glisserait des cordes, elle tomberait. Et même s'ils arrivaient d'une manière ou d'une autre à la faire descendre. Le stress physique de traîner une personne en pleine crise en bas de la montagne la tuerait probablement plus vite que de la laisser immobile. Alors, ils ont attaché Frances à la corde une dernière fois. Ils se sont assurés que son oxygène fonctionnait toujours, puis ils sont descendus dans l'obscurité grandissante, la laissant sous ce petit rocher. À environ 8425 mètres d'altitude, que pouvait-il faire d'autre ? Et maintenant, Francis était vraiment seul à 8425 mètres d'altitude, attaché à une corde sur le flanc du mont Everest, alors que le soleil disparaissait, que la température chutait et que l'obscurité s'abattait sur la montagne. Elle était maintenant restée à plus de 8200 mètres d'altitude pendant près de 6 jours. À ce moment-là, lorsque les 3 premiers alpinistes ouzbeks sont arrivés au camp, 6 à 18 heures, ils ont trouvé Sergueï et lui ont dit ce qu'ils avaient redécouvert. « Ta femme est vivante, elle est à 8500 mètres, elle ne peut pas bouger. » Sergueï n'a pas hésité.
Il a immédiatement commencé à se préparer pour remonter sauver sa femme. L'équipe ouzbek a essayé d'aider. Ils lui ont donné une bouteille d'oxygène, du thé et des médicaments, tout ce qui pouvait leur donner une chance à tous les deux. En remontant, il a croisé Oleg Grigoriev, un autre alpiniste ouzbek qui descendait vers le camp 6 vers 20h40. Sergueï lui a demandé « Est-ce que Fran est ici ?» Grigoriev a répondu « Elle est encore en vie » et Sergueï a continué à grimper dans l'obscurité vers elle. C'était la dernière fois que quelqu'un le voyait vivant. Petite note ici. Chaque semaine sur Patreon, je partage quelque chose de nouveau, une vidéo exclusive ou une histoire personnelle que je ne mets pas sur YouTube. Si vous voulez découvrir les coulisses avec moi, venez rejoindre la communauté extrême sur Patreon. On se retrouve là-bas. Ce qui s'est passé dans la nuit du 23 mai 1998 reste également un mystère. Nous n'avons aucun témoin, seulement des preuves retrouvées plus tard. Cela ne raconte qu'une partie de l'histoire. Ce que nous savons, c'est que Sergueï a rejoint Francis. Son piolet et sa corde ont été retrouvés à environ 45 à 60 mètres de l'endroit où Francis gisait le lendemain matin, ce qui signifie qu'il y est parvenu. Nous ne savons pas si elle a su quand il est arrivé, nous ne savons pas ce qu'il lui a dit, ni ce qu'elle lui a répondu. Nous ne savons pas combien de temps il s'est resté avec elle, ni ce qu'il a essayé de faire. Ce que nous savons, c'est qu'à un moment donné, pendant cette nuit, Sergueï est tombé. Qu'il soit descendu pour chercher plus d'oxygène, qu'il ait essayé de trouver de l'aide, ou qu'il ait simplement perdu pied dans l'obscurité et l'épuisement, nous ne le saurons jamais. Et il est mort quelque part sur ce flanc de montagne, à environ 225 mètres, en contrebas de l'endroit où Francis reposait, laissant Francis à nouveau seul. Le lendemain matin, le 24 mai, une deuxième vague d'alpinistes a trouvé Francis encore en vie. Elle était maintenant restée au-dessus de 8200 mètres pendant près de 6 jours et exposée à l'air libre au-dessus de 8500 mètres pendant environ 36 heures. L'alpiniste ouzbek Elias Doukvatalin l'a rejointe le premier vers 7h50 du matin, suivi par l'équipe sud-africaine composée de Jan Woodall, Cathy O'Dowd et de 4 Sherpas. Cathy, en particulier, s'est approchée et a regardé le visage de Francis, et ce qu'elle a vu est resté gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. La peau de Frances était laiteuse, blanche et totalement lisse, comme celle d'une poupée de porcelaine. Ses yeux fixaient le ciel sans se concentrer, avec des pupilles semblables à d'immenses ténèbres. Ses longs cheveux noirs s'étalaient sur la neige. Elle avait l'air paisible, mais elle mourait de la manière la plus lente et la plus cruelle qui soit. Jan Woodall et le Sherpa Jangbu ont tenté de redresser Frances. Si elle pouvait supporter ne serait-ce qu'une partie de son poids sur ses pieds, l'idée était de la soutenir entre deux alpinistes et de l'aider à descendre, ou au moins de la déplacer vers une position plus sûre. Mais lorsqu'ils l'ont soulevée, ses jambes se sont effondrées sous elle comme des brins de spaghettis. Elles étaient complètement détruites après plus de 30 heures d'exposition. Et c'est à ce moment-là que Frances a commencé à parler. « Ne me laissez pas, je suis américaine, pourquoi me faites-vous ça ?» Puis elle est revenue au début. « Ne me laissez pas, je suis américaine, pourquoi me faites-vous ça ?» Encore et encore, sans qu'on lui demande, sans répondre à leurs questions, ni à leur voix. Elle ne leur répondait pas, elle ne réagissait pas à ce qu'ils disaient, elle répétait simplement les mêmes 3 phrases en boucle comme un disque rayé. O'Down réalisa avec horreur que Frances ne communiquait pas réellement. Elle ne répondait pas, elle produisait simplement des fragments de langage. C'étaient les derniers mots d'un cerveau mourant. Comme une machine bloquée dans une boucle, son esprit répétait en boucle les seuls mots auxquels il avait encore accès. O'Dowd et Woodall passèrent près d'1 heure avec elle. Ils donnèrent du thé à Frances, essayant de lui faire avaler un liquide chaud. Ils vérifièrent à nouveau ses jambes, les massant, cherchant le moindre signe de fonctionnement, le moindre signe qu'elle pouvait bouger. Ils firent tout ce qu'ils purent. Ce n'était pas suffisant. Elle était trop loin et ils devaient aussi prendre soin d'eux-mêmes. Alors ils sont partis. Ils se redressèrent, se détournèrent et descendirent. Francis était de nouveau seule, regardant les gens s'éloigner d'elle pour la 3e fois en 24 heures. Les heures passèrent, le soleil traversa le ciel, la température resta brutalement froide et Frances resta attachée à cette corde. Son corps s'éteignait lentement, tandis que sa conscience persistait. À un moment donné, plus tard dans la matinée, des Sherpas l'ont rejointe.
Ils l'ont trouvée encore vivante, répétant toujours ces mêmes phrases. « Ne me laissez pas, je suis américaine. Pourquoi me faites-vous ça ?» Aux alentours de 10h55, le 24 mai 1998, France Arcentiev est décédée. Elle était restée exposée à l'air libre pendant environ 48 heures. À ce moment-là, elle avait vu des gens arriver, essayer de l'aider, puis repartir. Et elle était morte en sachant, à quelque niveau de conscience qu'il lui restait, que personne ne reviendrait. Elle avait 40 ans. Avec le recul, il est clair ce qui a tué Francis et Sergueï. Ce n'était pas la malchance, ce n'était pas la météo, ce n'était ni l'incompétence, ni l'imprudence. Sergueï l'avait déjà fait, il avait l'expérience, il avait les compétences, et Francis lui faisait entièrement confiance. Mais ce qui avait fonctionné pour Sergueï seul en 1990 ne tenait pas compte des variables auxquelles ils ont été confrontés en 1998. Francis n'avait jamais escaladé une montagne de 28 000 pieds auparavant. L'écart d'expérience était immense. Lors de leur troisième tentative d'atteindre le sommet le 22 mai, ils avaient déjà passé trop de temps dans la zone de la mort. L'ascension tardive a forcé une descente non planifiée, la descente non planifiée a provoqué une séparation, et la séparation a entraîné la mort. Francis était déjà morte, et elle le savait, mais cette alpiniste suivante n'avait aucune idée de ce qui allait lui arriver. À quel moment l'ambition devient-elle mortelle ? Pour répondre à cette question, il faut voir cette histoire.